Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Donc alors avant toute chose je tiens à rappeler que la chaîne YouTube est composée de deux personnes, donc Itsazer et moi, mais que Itsazer n'est pas présent à l'instant où je vous parle et qu'il ne souhaite pas participer à cette vidéo puisqu'il ne connaît pas du tout le sujet. Alors, donc aujourd'hui on va parler de l'affaire Roswell, donc alors je vais commencer rapidement. Alors Roswell, c'est une ville américaine qui se situe au sud-est du Nouveau-Mexique. En 2000, elle a été recensée à 45 293 habitants. Donc l'affaire dont je vais vous parler se situe en 1947 et serait un crash d'OVNI qui se serait produit en juillet donc. Alors on désigne par Roswell l'affaire mais aussi le lieu des événements de juillet 1947, alors que le crash s'est produit en vérité à côté de la ville de Corona au Nouveau-Mexique. Roswell est en fait le nom de la base militaire la plus proche. Je commence l'histoire donc. Alors le 2 juillet 1947, par une nuit chaude, le quincailler Wilmot et son épouse voient un grand objet lumineux qui grossit en se dirigeant vers le nord-ouest avant de disparaître derrière une colline de forme ovale. L'objet ressemblait à deux soucoupes renversées l'une sur l'autre, l'objet brillait comme si une lumière l'éclairait de l'intérieur. Peu de temps après, un orage éclate et des témoins voient un disque traverser le ciel puis exploser en partie au-dessus d'un ranch près de Roswell au Nouveau-Mexique. Donc l'orage aurait éclaté à 21h50 sur le désert du Nouveau-Mexique. Le fermier William McBrazel, propriétaire d'un ranch au Nouveau-Mexique et le plus jeune fils, qui a 17 ans, de ses voisins, les Proctor, entendent soudain une violente déflagration dans son ranch qui se situe au nord-ouest de la ville. Jeudi 4 juillet. Au petit matin, Brazel et le jeune Dee Proctor, en promenant les chèvres, découvrent dans le champ, des débris provenant d'un objet qu'ils ne peuvent identifier. Les débris, éparpillés sur une grande zone, partaient d'un petit cercle de petites collines, descendaient, traversaient un petit ruisseau à sec, remontaient la colline suivante pour disparaître sur le versant opposé. Surpris par leur aspect, ils récupérèrent alors quelques-uns des débris et se rendirent chez les voisins, Floyd et Loretta Proctor, donc les parents du jeune fils, et pour leur montrer ce qu'ils avaient découvert. En fin de journée, de retour dans son ranch, Mike Brazel revient sur le site des débris. Il les découvre alors un morceau plus gros que les autres, de forme circulaire et d'environ 3 mètres de diamètre. Après l'avoir chargé sur sa camionnette, il la range dans un abri proche des débris. Le vendredi 4 juillet, entre 13h et 14h, un ovni est observé à Portland, dans l'Oregon, à 21h12. Le dimanche 6 juillet, venant avec le projet d'acheter un nouveau pick-up Jeep, Brazel arrive dans son camion à Roswell, comté de Chaves donc, emportant avec lui des échantillons de débris. Il commence par contacter le bureau météo de la ville qui lui conseille de s'adresser plutôt au shérif du comté, George Wilcox. En début d'après-midi, Mac Brazel décide donc de prévenir le shérif du comté de Chaves de la présence des débris dans son champ. Celui-ci avertit alors les responsables de la base militaire de Roswell, le Roswell Army Airfield. Donc ensemble, ils appellent la base militaire de Roswell, donc le Roswell Army Airfield, je précise. L'officier de renseignement de la base, Jess Marcel, vient à peine de poser son plateau au club des officiers qui on le prévient de l'appel. Au bout du fil, Wilcox avec Brazel à ses côtés. Wilcox. Il y a un homme ici, un fermier qui est venu à la ville pour vendre de ses laines. Il vient juste de tondre son mouton. Il m'a dit que quelque chose d'étrange. Il m'a dit quelque chose d'étrange et vous devriez être au courant de cela. Marcel, eh bien, je suis tout oui. Wilcox, le nom de cet homme est Brazel, il dit avoir trouvé quelque chose sur sa ferme qui s'est écrasé le jour d'avant ou quelques jours avant. Et il ne sait pas ce que c'est, il dit que cela pourrait bien être intéressant que vous enquêtiez dessus. Je sais que vous êtes l'officier de renseignement de la base. Marcel, bon, bien, où puis-je le rencontrer? Wilcox, eh bien, il va partir d'ici vers 15h30 ou 16h, mais il est dans mon bureau en ce moment. Si vous voulez venir et lui parler maintenant, il sera là à vous attendre. Donc ensuite, il raccroche. Marcel arrive et Brazel lui raconte tout. Marcel, considérant que la vie de son colonel est nécessaire, propose à Brazel de l'accompagner à la base. Brazel, qui a des choses à faire en ville, propose plutôt qu'il se retrouve dans 1 heure. Un rendez-vous est entendu au bureau de Wilcox. De retour à Roswell Air Army Field, pardon. Marcel parle de l'affaire au colonel Blanchard, qui recommande de partir sur les lieux avec le personnel nécessaire. En milieu d'après-midi, le colonel Blanchard ramène à la base quelques-uns des débris et en réfère au général Ramey de la base de Carswell à Fort Worth, au Texas, qui à son tour alerte le Pentagone. Les débris sont envoyés le soir même à Washington chez le général Clemens McMullen, puis sont réexpédiés à la base de Wright Field près de Dayton dans l'Ohio pour identification.
Marcel repart avec le capitaine Sheridan Cavitt. Ils retrouvent Brazel comme prévu et partent tous les trois vers les lieux du crash. Le major Jess Marcel examine les débris et est convaincu qu'il se trouve en présence de quelque chose d'inconnu. Jess Marcel et Sheridan Cavitt passent la nuit dans la petite maison proche de la zone des débris. Marcel examina la plus grande pièce au compteur Geiger qui ne détecta aucun signe de radiation. Le même jour, un équipage de B-25 observe un disque volant argenté au-dessus de Clay Center, Kansas. Le lundi 7 juillet, dans la matinée, Brazel, le major Jess Marcel et le capitaine Sheridan Cavitt se rendent sur le site et inspectent les débris. Le major estima que l'ensemble devait faire environ 1200 mètres de long sur un peu moins de 100 mètres de large, donc la zone des débris. Une dépression d'environ 3 mètres de large dans le sol partait d'une des extrémités et s'étendait sur environ 150 mètres. Cela donnait l'impression que quelque chose avait explosé près du sol avant de toucher terre et de s'éparpiller en 1000 morceaux. Les deux hommes ramenèrent quelques échantillons. En soirée, Brazel est interviewé, alors c'est enregistré mais jamais diffusé, au domicile de Walt Whitmore, le propriétaire de KGFL, qui était la radio de Roswell. Vers 2h du matin, lors de son retour à la base, Marcel s'arrête à son domicile et réveille sa femme et son fils pour lui montrer les vestiges d'une soucoupe volante. Ce jour même, le général Hoyt Vandenberg rencontre le général Curtis LeMay au sujet des soucoupes volantes. Les archives du Pentagone le confirmeront. Dans la même journée, à 21h, William Rhodes photographie un disque volant au-dessus de Phoenix, Arizona. Le mardi 8 juillet, le colonel Blanchard ordonne au major Edwin Hesley de boucler le périmètre du crash et de placer des postes de garde sur les routes accédant au champ des Brazel. Lors de cette journée, un deuxième site aurait été découvert par des archéologues qui auraient observé l'épave d'un vaisseau avec 4 corps humanoïdes. Ce site aurait été rapidement balisé par les forces militaires. Alors ça, je tiens à préciser, j'y crois moyen. Le fait que des archéologues aient trouvé un deuxième site. Donc ensuite, à 7h30, il organise une réunion avec les officiers de la base pour discuter de l'affaire des débris. À 9h30, il dit une dépêche de presse à l'officier des relations publiques, le lieutenant Walter Haut, annonçant la capture d'une soucoupe volante. Ce communiqué de presse de la base de Roswell est historique parce qu'il sera le seul jamais publié par l'armée américaine officialisant l'existence des ovnis. À 12h, l'armée publie, par le porte-parole de la base, Walter Haut, un communiqué officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris d'origine extraterrestre. Le lieutenant Walt Haut, de la base aérienne de l'armée de Roswell, est allé fournir ce communiqué de presse que le chef de la base, le colonel Blanchard, lui a demandé de remettre aux stations de radio et aux journaux de la ville de Roswell pour faire circuler la nouvelle. Haut s'était d'abord arrêté à la station de radio KGFL, dont le propriétaire était Walt Whitmore, où il a donné le communiqué à Frank Joyce. L'information a été transmise par l'animateur Frank Joyce sur le câble de l'Associated Press à midi depuis ce studio de radio. Cette déclaration émane de William Blanchard, le commandant de la base de Roswell, et entraîne immédiatement une effervescence de toute la presse du pays qui se rue dans la région. Le journal Roswell Daily Record publie sa nouvelle en couverture. La RAAF capture une soucoupe volante sur un ranch dans la région de Roswell. Aucun détail du disque volant ne sont révélés. Un quincaillier de Roswell et son épouse disent avoir vu le disque. Le bureau de renseignement militaire du 509e groupe de bombardement de la base aérienne de l'armée de Roswell a annoncé à midi aujourd'hui que la base aérienne est entrée en possession d'une soucoupe volante. Selon des informations communiquées par ce service, sous le commandant du major Marcel, officier de renseignement, le disque fut trouvé sur un ranch dans le voisinage de Roswell après qu'un fermier anonyme ait prévenu le shérif George Wilcox ici qu'il a trouvé l'instrument dans les environs. Le major Marcel et un détachement de son département se rendirent au ranch et récupérèrent le disque, déclare-t-on. Après que l'officier de renseignement ait examiné l'instrument, il fut envoyé par avion vers un lieu plus important. Le bureau de renseignement déclara qu'aucun détail de construction ou de l'apparence de la soucoupe n'a été révélé. Monsieur et Madame Dan Wilmot, furent apparemment les seules personnes à Roswell qui ont vu ce qu'ils pensaient être une soucoupe volante. Ils s'étaient assis sur leur porche au 105 South Penn la nuit de mercredi dernier vers 10h lorsqu'un grand objet brillant fit irruption dans le ciel depuis le sud-est, se dirigeant vers le nord-ouest à une vitesse très élevée.
Wilmot attira l'attention de Madame Wilmot vers l'objet et tous deux courirent vers la cour pour le regarder. Il fut visible pendant moins d'une minute, peut-être 40 ou 50 secondes selon l'estimation de Wilmot. Il dit que l'objet était selon lui à une altitude de l'ordre de 1500 pieds et estima que sa vitesse se situait entre 400 et 500 miles par heure. En apparence, il avait l'air ovale, comme deux soucoupes placées l'une sur l'autre face à face, comme deux bassines d'autrefois collées ensemble de la même façon. L'ensemble du corps de l'engin brillait comme si de la lumière provenait de l'intérieur, mais pas comme cela devrait le faire à l'intérieur, pas comme si l'objet était éclairé par en dessous. Depuis l'endroit où il se tenait, Wilmot dit que l'engin devait faire une taille visuelle de 5 pieds, et c'est en estimant la distance qu'il estima qu'il devait avoir de 5 à 20 pieds de diamètre, bien que cela ne soit qu'une estimation. Wilmot déclara qu'il n'avait entendu aucun son, mais Madame Wilmot dit qu'elle entendit un son de glissement pendant un court instant. L'objet parut à la vue au sud-est et disparut au-dessus des arbres du voisinage de Six Mile Hill. Wilmot, qui est l'un des citoyens les plus estimables et les plus respectés de la ville, garda cette histoire pour lui en espérant que quelqu'un d'autre allait se présenter et dire l'avoir vu, mais finalement aujourd'hui il décida qu'il allait en parler lui-même. Il annonce que la RAAF en avait une en sa possession, fut faite seulement quelques minutes après qu'il ait décidé de raconter les détails de ce qu'il avait vu. Des avions militaires survolent la zone des débris et découvrent le site de l'impact. Des troupes de soldats se dirigent dessus. Les débris sont ramassés et emmenés par camion à la base de Roswell, d'où ils seront transférés par avion aux bases militaires de Fort Worth et de Wright Field. À 15h, un bombardier B-29 décolle de la base de Roswell et avec à son bord Jess Marcel et quelques sacs contenant les débris. Un deuxième bombardier emporte un container scellé. Arrivé à Fort Worth, le précieux colis est aussitôt transféré dans un autre avion C-54 pour Washington. En avril 1991, le général Thomas Jefferson Bowes dépose devant un notaire un témoignage selon lequel un appel téléphonique du général McMullen avait ordonné que le container soit immédiatement transféré à Washington pour être ensuite acheminé à la base de Wright Field. Donc il s'agissait là d'un article, d'une transcription traduite de l'article qui avait été mis dans le Roswell Daily Record. Voilà, donc c'était traduit. Mais attendez, j'en étais oui. Pendant ce temps, du coup, une conférence de presse est organisée dans le bureau du général Ramey, qui prend l'affaire en main à Fort Worth. Ramey annonce que le colonel Blanchard s'est trompé et qu'après examen des débris, il s'agirait non pas d'une soucoupe volante, mais des restes d'un ballon météorologique couplé à un réflecteur radar. Jess Marcel montre les débris des réflecteurs radar en aluminium d'un ballon sonde. L'explication officielle est ainsi donnée, ce qui semble convenir aux journalistes qui enterrent alors l'affaire. Mais en 1978, le major Jess Marcel, impliqué dans la récupération des débris de 1947, déclare à la télévision que ceux-ci étaient sûrement d'origine extraterrestre et que les débris que le général Ramey, responsable de la base, a montré aux journalistes ne sont pas ceux que Marcel lui avait apportés à Roswell. Il fit part de sa conviction selon laquelle les militaires avaient en réalité caché la découverte d'un vaisseau spatial. Mardi 8 juillet. En fin d'après-midi, le colonel Blanchard visite le site du crash et la zone des débris. Une caisse fermée hermétiquement est envoyée dans le 4e vol partant de Roswell. En début de soirée, l'employé des pompes funèbres de la ville, Glenn Dennis, est questionné par téléphone par les militaires de la base sur les techniques de conservation des corps ainsi que de la disponibilité des cercueils les plus petits. Mercredi 9 juillet. Dans la fin de matinée, le ramassage des débris continue. 3 avions C-54 sont chargés de caisses de débris. En fin de matinée, Mike Brazel est envoyé à la base de Roswell pour y être interrogé. En début d'après-midi, des officiers de la base récupèrent leurs dépêches dans les bureaux du journal et de la radio de Roswell. Brazel est emmené par des militaires à la station de radio KGFL où il change sa version des faits. En fin d'après-midi, les 3 avions C-54 transportent leur cargaison à Los Alamos au Nouveau-Mexique. Le journal de Roswell publie la nouvelle version de Mike Brazel. Donc là, on a une transcription de l'article du Parisien libéré du 9 juillet 1947. Les États-Unis face au plus grand mystère. In the world. Je sais pas vraiment ce que c'est. Voilà. Une soucoupe volante tombe entre les mains des Américains. Donc ça, c'est le titre. Washington, 8 juillet. Depuis une douzaine de jours, des projectiles lumineux sillonnent le ciel des États-Unis. Les autorités américaines ne prenaient guère la chose au sérieux, cependant elles viennent de décider de tirer l'affaire au clair. C'est ainsi que le ministère de l'Air annonce que des officiers enquêtent sur le mystère des disques volants.
Selon des témoins oculaires, ces projectiles ou météores apparaissent soudainement dans le ciel à plus de 1000 km à l'heure, traçant une trajectoire oblique, puis disparaissent subitement. Mais on saura bientôt à quoi s'en tenir, car le 509e groupe de bombardement vient en effet d'annoncer qu'il a pu se saisir d'une soucoupe volante. Ces disques volants sont-ils une exclusivité américaine? Non, puisque l'on vient d'apprendre qu'au Canada, au Danemark, au Bahamas et en Australie, ces engins auraient été aperçus. Ensuite, on a la transcription de l'article de Dernière Nouvelle d'Alsace. Donc, l'armée américaine a trouvé un disque volant. Donc ça, c'est le titre. Roswell, Nouveau-Mexique. L'armée de l'air américaine annonce qu'un disque volant a été trouvé dans une ferme près de Roswell et qu'il est actuellement en possession de ses services. Cette découverte aurait été faite au cours de la semaine dernière. Le disque a été remis aux autorités de l'aérodrome et de la base militaire de Roswell par la police locale. L'armée n'a communiqué aucun détail sur cette sensationnelle découverte. Voilà pour les deux articles. Ensuite, jeudi 10 juillet, Mike Brazel est envoyé à la base de Roswell où il reste quelques jours. Le nettoyage du site continue. Un avion venant de Wright Field arrive à Fort Worth, charge des débris et un conteneur métallique, puis retourne à Wright Field. Vendredi 11 juillet, tous les militaires impliqués dans la récupération des débris reçoivent l'ordre d'oublier tout ce qui s'est passé. Samedi 12 juillet, le fils de William Brazel, Bill, revient à son ranch où il n'y a plus aucune présence militaire. Fin juillet, William Brazel retourne à son ranch de retour de la base militaire de Roswell. Alors voilà, donc c'était l'histoire qui s'est passée en 1947. L'histoire de Roswell. Donc c'est la fin de l'histoire, comme je viens de le dire, voilà. Et sur la prochaine vidéo, eh bien, vous aurez toutes les théories qu'il existe sur Roswell, en passant par les choses logiques ou par les choses qui peuvent s'approcher du surnaturel, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait plaisir, voilà, d'en faire des vidéos comme ça. Faire les recherches, c'est légèrement long tout ça, mais j'aime bien, voilà. Ça me renseigne moi-même, ça me fait découvrir des choses. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. A plus tout le monde, c'était Atox.